Bonjour mesdames, messieurs, amis des rivières libres, amis des rivières restaurées. J'ai le plaisir d'être devant vous et être invité par les organisateurs de ce colloque magnifique sur un sujet qui m'est particulièrement cher. Je vous remercie de nous donner l'occasion, nous les représentants du monde associatif. Donc je préside l'European Rivers Network, issu d'un mouvement en France qui s'appelait Loire Vivant. Peut-être vous en avez entendu parler dans les années 90. En entrant dans la maison, je me suis dit, je vais demander les traducteurs s'ils traduisent de français en français. Ils n'ont pas voulu. Alors je vais tenter, avec mon français helvétique, de faire comprendre, de vous convaincre, s'il y en a besoin. Une belle salle, de belles rivières, du beau temps, qu'est-ce qu'on veut de plus? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui était annoncé dans le programme comme les débuts, on peut dire, de l'émergence de l'idée de restaurer la continuité écologique. C'est un peu compliqué. Mais quand même, j'essaie de faire un aperçu en focalisant un peu sur l'aspect des effacements. Peut-être le plus spectaculaire, le plus difficile aussi. Ça a été évoqué, parce que figurez-vous, quand je suis venu en France, il y a fort longtemps, pour la Loire, on se battait contre les grands barrages, avec succès plus souvent, et on avait toujours pensé que ces projets difficiles à mettre en place devaient se faire, si jamais ils devaient se faire, avec les citoyens. Maintenant, 30 ans plus tard, se pose la même question. Est-ce qu'on peut effacer les barrages sans demander un dialogue avec les citoyens? Non, on a vu, il est nécessaire de le faire. Et parfois, dans le passé, on a peu découvert. L'ingénierie sociale est aussi importante que l'ingénierie écologique. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors, comment je fais là pour apparaître? Voilà. L'effacement des barrages, d'autres obstacles transversaux dans la rivière, une exception française. Et oui, mais on a été rattrapé. Mais on peut dire que l'idée même d'envisager systématiquement pour restaurer la continuité écologique à travers l'effacement de l'ouvrage le plus souvent improductif ou arrivé en fin de vie est émergé en France. Et le moteur de tout ça a été la DCE, la directive cadre eau, comme vous savez. Votée dans les années 2000, à 2000. Moi je me rappelle quand j'ai participé à l'élaboration de la directive cadre eau dans les années 90, et bien le mot n'existait même pas encore, la continuité écologique. On le sait pas. Ça y est, c'est connu aujourd'hui, pour plus tard après ce live. Donc, oui, c'est une idée qui est partie particulièrement en France, dans la mise en pratique plutôt, et on peut dire qu'elle a fait son chemin rapidement dans la suite concernant les petits ouvrages, les obstacles, disons, les seuils ou autres, inférieurs à 2 mètres, 3 mètres. Mais la France était aussi, et ceci avant la directive cadre eau, figurez-vous, le précurseur première mondiale, on peut dire, quand il s'agissait d'effacer des grands obstacles qui s'est trouvé sur les axes migrateurs. Nous allons parler un peu de ça. Certains d'entre vous, j'ai vu, ils sont assez jeunes quand même, et ça fait du bien de rappeler. Et pour les gens un peu plus âgés aussi. Oui, la France, c'est un pays pionnier dans cette affaire. On situe la France sur notre carte avec tous ces bassins. On peut dire que l'ensemble, ce n'est pas les pays, hein, c'est les bassins d'Europe. On n'a pas l'habitude de voir ça comme ça. Mais donc nous, là, entre le Rhin et le bassin de la Loire, et la Seine, on peut dire, nous, on a effectivement, dans les années 90, commencé à réfléchir sur cette grande question. Et c'était que en France, dans les années 90, mais l'idée, c'est clair, si vous regardez la fragmentation généralisée de l'Europe en matière de centrales
électrique, ici c'est que le plus grand. Alors on comprend bien que le résultat de tout ça a été une fragmentation extrêmement importante sur tous les bassins de l'Europe, à l'exception de quelques taches en jaune, donc la Loire, par exemple, ou encore d'autres plus au nord. Mais les autres bassins des rivières extrêmement, on peut dire, fragmentés. Mais les barrages, un jour, ils vont tous descendre, petits ou grands, vous savez bien, le temps fait son travail. Mais malheureusement, il y a aussi, bien avant, quelques barrages qui sont disparus des obstacles par des accidents catastrophiques, en France aussi, pas uniquement, mais aussi pour nommer que quelques-uns qui ont lieu. Vous avez oublié, le temps fait son travail. Les rivières, à leur échelon, un barrage ne fait rien. Ça partira. Quantité négligeable, sur des dizaines de milliers d'années. Mais nous, on n'a pas cet horizon-là. Oui, le temps de l'époque des barrages, si vous voulez, est arrivé à sa fin, on peut dire la fin d'une époque. Hein. On avait, vous voyez, les chiffres en jaune, le graphisme, ça montre les constructions de grands barrages en Europe. Donc on est arrivé à la fin d'un grand cycle et on est plutôt maintenant sur le renouvellement de certaines concessions avec des modifications ou bien des effacements comme résultat. Le dernier grand barrage a été construit en Portugal, encore dans les années 96-98, à mon avis, une grande erreur financée par l'Union européenne, mais ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, la plus grande surface de barrage en Europe, immense. Il s'avère aujourd'hui que voilà, les pronostics n'étaient pas tout à fait justes, ce qui nous conforte dans notre opinion que ce barrage n'aurait jamais dû être fait. Mais les équipements généralement vieillissants, parce que la plupart de ces parcs, que ce soit les grands ouvrages qui ont été construits dans le début des siècles passés, voire durant les derniers siècles, sont devenus vieillissants. Quand même, des milliers d'ouvrages de grande ou moyenne taille sont en fin de concession, en fin de vie économique ou technique peut-être même, et on va se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Dans les années 90, on commençait à réfléchir sur cette question. Et c'était une évidence que on a été aussi sur les petits obstacles, devenus obsolètes, le plus souvent sans usage. Donc ça va être le cas aussi ici en France. Mais en 96-18, il y a quand même une grande première mondiale. S'il y a des Américains dans la salle, je vais préciser que la France était quelques mois avant eux, en train d'effacer un grand ouvrage qui était celui de Saint-Étienne-de-Vigan, à cause du saumon atlantique, présent suzerain du saumon atlantique, sur le haut bassin de la Loire, sur la rivière Allier. Quelques mois avant, les Américains, on a pu commencer par un acte assez impressionnant, que vous voyez sur la photo, de détruire un barrage qui était vieux, qui était en fin de concession, et c'était EDF, qui s'en chargeait plus ou moins, on peut dire, sous pression. Pendant une dizaine d'années, il y a eu une véritable campagne en faveur de la libération de l'Allier, afin d'ouvrir le chemin à l'accès aux frayeurs, qui sont donc l'accès aux frayeurs, les meilleurs frayeurs sur l'amont du bassin. 3 autres barrages ont aussi été détruits dans la même foulée. 6 mois plus tard, juste pour la petite histoire, 6 mois plus tard, Meilly, le Saumon, on a observé le printemps après des dizaines de frayeurs, donnez-moi à l'époque, non, c'était le CST encore, je crois, avait bien observé déjà dizaines de frayeurs sur cette rivière Allier. Mais la France a voulu vraiment entrer dans le sujet à partir de 2009 avec le PARS, donc le fameux plan d'action pour la restauration de la continuité écologique. À droite, vous avez une cartographie, je crois, il y a 80 000 obstacles de répertoriés. Et puis on me disait, je n'ai pas encore les informations, du tout dernier, hein, mais qu'on était à peu près au-delà de 1200 obstacles d'enlevés actuellement, depuis 2009, je crois que ça approche déjà à 1800 sans avoir les chiffres. Donc, un plan d'action qui était resté unique. Moi, je ne connais pas un autre pays en Europe qui, à cette époque-là, connaissait un tel effort. Financement, clairement réglé, l'agence de l'eau qui apporte des finances importantes, et tout un plan, et une systématique, une méthodologie, et des données étaient mis en place pour permettre ce travail. Il a été unique ce plan, mais il a inspiré quelques années plus tard d'autres pays en Europe, notamment l'Espagne et la Grande-Bretagne et les pays baltiques, scandinaves, pardon. Notamment la Suède et les Finlande, vous allez voir.
Donc effectivement, on a une sorte une vague d'effacements qui se sont faits par la suite dans ces pays, mais pas aussi systématiquement. C'est peut-être aussi lié au fait que ces pays sont plus fédérales dans leur organisation, non pas comme la France qui peut, car centraliser, beaucoup plus centraliser, décider plus facilement sur l'ensemble de ces cours d'eau qu'on doit être. Pendant que dans d'autres pays plus fédéraux, c'est un processus encore plus long qui va être porté par les gouvernements locaux et voire les instances communales. Moi, j'ai encore quelques minutes, et si je regarde bien ma montre, même si j'ai commencé un peu de retard, je me permets d'aller jusqu'au bout. En effet, une organisation qui s'est créée il y a 2 ans, qui s'appelle Dam Renewable Europe, à laquelle nous avons participé à la créer, elle est en train de créer une cartographie européenne sur les obstacles effacés. Et là, vous avez une reproduction de cette carte. Et vous voyez, la France n'est pas encore répertoriée pour de simples raisons. On a des problèmes de compatibilité de la cartographie française avec celle qui est utilisée par l'université en Suède qui est en charge d'élaborer cette carte. Et parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils ont été vraiment effacés, et si c'était la nature qui l'a effacé, l'ouvrage, ou si c'était l'homme. C'est en train de se taire, nous espérons dans quelques mois de pouvoir vous montrer la carte, où on voit véritablement une quantité énorme en France, plus que ce qu'on peut voir dans les autres pays. Exemple, quand même, il y a une densité assez importante, y compris ici en Suède. Enfin, de l'autre côté. Mais la France, elle reste de loin, aujourd'hui encore, le leader en matière d'effacement de grands ouvrages. Et quand on regarde l'état de nos rivières de façon générale et la densité des ouvrages, vous l'avez vu dans un des premiers slides que j'ai montré, il est évident que l'effacement des petits ouvrages, le plus souvent sur les affluents, peut être qu'un premier pas. Une fois qu'on a élaboré, si vous voulez, systématiquement comme j'appelle moi, des voies vertes ou bleues plutôt, pour la circulation entre des sédiments et des poissons, une fois qu'on a fait ça, il faut aussi s'attaquer au cours principal. Là, ça s'avère un peu plus compliqué, évidemment. On ne peut pas enlever tous les barrages, même si certains ont plus d'utilité ou sont arrivés en fin de vie, mais on peut soit les enlever, soit les modifier. Et ici, vous avez 2 exemples plutôt, de la réflexion actuellement menée en France sur les grands effacements. Vous avez un barrage, en réalité ce sont 2, sur la cellule, en haut à gauche, le barrage du Vézance, sur la cellule, donc vers Normandie, si vous voulez, et qui est assez imposant, comme vous voyez. Je crois qu'il a 33 mètres de hauteur, au moins, et peut-être 200, voire plus, de largeur. Barrage EDF, qui était dédié à la production d'hydroélectricité sur une rivière historiquement rivière à Saône. On ne savait pas trop quoi en faire avec ce barrage. Il y a quelques années, l'État n'a pas renouvelé la construction et à plusieurs ministres qui se suivaient avaient décidé de démanteler ce barrage. Après quelques complications avec le gouvernement passé, on passera peut-être maintenant à la réalisation de l'effacement. Il y a un vidange actuellement qui est en train de se faire. Tout simplement parce que ce barrage, il est obsolète. C'est trop cher de le rénover. Et d'autre part, c'est un cours d'eau qui est répertorié historiquement comme un réserve de biodiversité, avec la présence justement du son. Les 2 barrages, un autre barrage, le Roche-Pipoite, il était un peu moins grand que ça, mais assez important aussi. Ils vont donc être enlevés. Avec tout le savoir-faire qui était à développer, en partie, on a des expériences sur la petite dizaine de grands ouvrages effacés en France, pendant qu'aux États-Unis, on a entre-temps plusieurs centaines, mais il n'y a pas un grand savoir-faire en Europe autour de l'effacement de ces très grands barrages. Notamment, qu'est-ce qu'on va faire avec les sédiments qui se trouvent dans ce réseau? C'est un grand problème, parce que vous êtes en amont de la baie, qui s'appelle Saint-Michel,
j'ai oublié le nom, François de Labay, vous connaissez tous Saint-Michel, voilà, dans laquelle on élève des huîtres. Vous imaginez bien ce qui peut se passer si on rate l'opération. Donc c'est un savoir d'ingénieur important, mais aussi un savoir de l'ingénierie sociale. Parce qu'il y a beaucoup de gens localement qui ne comprennent toujours pas l'intérêt de l'opération. Donc il faut faire des efforts de communication, et de la bonne communication, pour convaincre les derniers qui sont encore, si vous voulez, opposés à cette idée. L'autre exemple est aussi intéressant. Personnellement, j'ai été impliqué dans cette campagne qui, depuis 90, pardon, depuis l'année 2000 plutôt, était objectif de nos accusations du barrage de Toutaise sur le Haut-Allier aussi, qui bloquait véritablement. Il y avait bien un ascenseur, hein, les poissons, ils n'ont pas tous vraiment pour appuyer sur le bouton, pour monter en premier étage, et encore moins pour descendre. Donc c'était un obstacle qui vraiment empêchait la restauration de la continuité écologique sur le Haut-Allier, sur l'axe Loire-Allier, on peut dire. Et après une vingtaine d'années de campagne, on est arrivé avec l'EDF et le ministère, il y a quelques années, à un compromis assez intéressant, probablement on peut dire un résultat d'échanges intenses, une victoire de l'intelligence collective. Parce qu'on n'enlève pas complètement le barrage, mais on l'abaisse d'une vingtaine de mètres, à peu près à 4 mètres, ce qui permet d'utiliser une bonne partie des installations existantes, puisqu'il y a un aménagement, il y a un canal, etc., qui amène l'eau à turbinage plus en aval, et qui est moins problématique pour la remontée des saumons, le dernier de l'Europe, comme vous savez, sauvage encore, présent sur cet axe Loire-Allier. Et donc là, c'est une opération qui a commencé, déjà en printemps, les premiers travaux ont été faits, au mois de juin, je crois même le 7 juin, voilà, on a une inauguration officielle de la première étape qui consiste à baisser le niveau d'eau considérablement pour commencer à remodeler l'ancien lit de l'Allier et de remonter certains sédiments, les fixer pour éviter à ce qu'ils partent lors des fêtes vidanges. Un chantier qui dure 4-5 ans. Exemplaire, pilote, intéressant parce qu'il est le résultat, voilà, d'un échange entre des opposants farouches et des pour aussi farouches, qui étaient dans ce cas-là EDF, mais qui est aujourd'hui régulièrement en face de nous. Et c'est un véritable plaisir de voir qu'il s'est passé quelque chose sur le Haut-Allier, peut-être un bon signe aussi pour l'avenir, quand il s'agit de réfléchir sur le devenir de ces vieux dinosaures de barrage, et qu'il y en a, je sais, pas mal en France. Voilà, donc, si vous voulez, ces deux exemples, peut-être un peu précurseurs pour ce qui va venir. Nous avons 500 grands barrages en France, nous avons 5000 grands barrages en Europe, et là-dessus, il y en avait 1% ou 2%, je ne sais pas, qui sont trop âgés, trop vieux, qui sont dépassés dans la conception, qui sont inutiles, ou peut-être peu utiles, et où l'intérêt écologique peut-être pourrait prévaloir, même certainement, sur une question de moderniser éventuellement. Donc moi je pense personnellement qu'il y en a 1 à 2% des barrages où cette question se pose. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, je crois que je suis dans le temps, et je serai avec les saumons, content, coup de filet décidé. Oui, c'est un bon feeling pour un poisson de retrouver des rivières libres où il peut faire comme il veut, et de même d'ailleurs pour le sédiment qui eux-mêmes ont aussi qu'un envie, c'est d'aller vers la mer. Merci beaucoup, à la prochaine.